Cantinflas est mort seul. L'homme qui a fait rire le monde entier est mort sans que personne ne l'écoute. Ni son fils, ni sa famille, ni ses amis. Et pire encore, jusqu'à son dernier jour, il a cru à un mensonge. Un mensonge qui a détruit sa famille et effacé son héritage. Dans cette vidéo, tu vas entendre l'enregistrement audio de ses dernières paroles, dans lesquelles il mentionne son fils 11 fois. Tu verras la lettre de 4 pages qu'il a écrite en 1981 et que son neveu a cachée pendant 22 ans. Et tu verras la vidéo qui prouve que son testament a été falsifié pendant qu'il agonisait. 3 preuves, une conspiration et 70 millions de dollars disparus en 6 mois. Mario Moreno Ivanova a 32 ans. Il vient de remporter la bataille juridique la plus brutale de l'histoire du Mexique. Le juge le reconnaît officiellement comme le fils légitime de Cantinflas. Cela devrait être le moment le plus heureux de sa vie. Mais lorsqu'il sort du tribunal, son père ne l'attend pas. Cantinflas est dans sa demeure de Bosque de Las Lomas. Les rideaux sont fermés. Il ne répond pas au téléphone. Et cette nuit-là, Cantinflas fait quelque chose que personne n'attendait. Il appelle son neveu, Eduardo Moreno La Parade. À 1h34 du matin, la conversation dure 43 minutes. Eduardo n'a jamais révélé ce qui a été dit. Mais le lendemain, il fait quelque chose d'étrange. Il s'envole pour Acapulco avec une valise et ne revient pas pendant 3 semaines. Souviens-toi de cette valise. Nous y reviendrons. Mario Ivanova décide alors de faire quelque chose d'impensable pour l'époque. Il dépose une plainte en reconnaissance de paternité contre l'homme le plus puissant du Mexique. Nous sommes en 1961. Mario a 12 ans. Sa mère, Guadalupe Ivanova, une danseuse russe qui travaillait aux Folies Bergères de Mexico, tentait depuis des années de faire reconnaître son fils par Cantinflas. Les preuves étaient accablantes. Des lettres d'amour écrites de la main même de Cantinflas. Des chèques mensuels envoyés avec une régularité presque religieuse. Et autre chose encore, des reçus d'un hôpital privé prouvant que Cantinflas avait payé l'intégralité de l'accouchement sous son vrai nom, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Le problème n'était pas de prouver la paternité. Le problème, c'était Valentina Ivanova Zubarev, l'épouse officielle de Cantinflas. Valentina ne pouvait pas avoir d'enfant. Un accident de jeunesse lui avait ôté cette possibilité. Et dans le Mexique des années 1940, un couple sans enfant était considéré comme incomplet. Alors Cantinflas et Valentina ont fait quelque chose qui semblait parfait. Ils ont adopté. L'enfant s'appelait Mario Arturo Moreno Ivanova. Il est né le 15 février 1951. Les papiers d'adoption étaient impeccables. Le juge a tout approuvé en 48 heures. Beaucoup trop vite pour l'époque. Voici le premier secret qui a tout détruit. Cet enfant adopté était le fils biologique de Cantinflas. Guadalupe Ivanova avait accouché. Cantinflas avait tout payé, puis il avait convaincu Valentina de l'adopter officiellement. La solution parfaite. Son fils aurait son nom, son héritage, sa protection, et personne ne saurait jamais la vérité. Sauf que Guadalupe Ivanova n'a jamais signé les documents de renonciation à la garde. Techniquement, légalement, elle restait la mère. Et son fils grandissait en appelant une autre femme « maman », vivant dans un manoir pendant qu'elle survivait, en donnant des cours de danse, le voyant sur des photos de journaux, à des avant-premières, dans des soirées mondaines. Son fils, l'enfant qu'elle avait mis au monde, élevé par une autre femme. Mario a 4 ans. Guadalupe se rend à la maison de Cantinflas, elle frappe à la porte. Valentina ouvre. La conversation dure moins de 3 minutes. Valentina referme la porte. Guadalupe n'essaiera plus jamais. Mais cette nuit-là, elle écrit quelque chose dans son journal. Une entrée de 7 pages. Ce journal existe. Et ce qui est écrit à la page 4 est la raison pour laquelle Cantinflas mourra seul 38 ans plus tard. En 1956, Cantinflas est inarrêtable. Le tour du monde en 80 jours fait de lui une star internationale. David Niven, Shirley MacLaine, Frank Sinatra, tous veulent travailler avec lui. Hollywood lui propose des contrats millionnaires. Il refuse tout et rentre au Mexique auprès de son fils, de Valentina, de son empire. Mais il y a quelque chose que personne ne sait. Cantinflas rencontre Guadalupe en secret, une fois par mois. Toujours le jeudi, toujours à 15h30, toujours dans le même café de la Zona Rosa, El Sorrento.
Il s'assoit à la table du fond. Il lui donne une enveloppe d'argent. Elle lui parle de Mario. Il ne demande jamais à le voir. Elle ne le propose jamais. Ce rituel dure 11 ans. 132 jeudis, 132 enveloppes. Le dernier jeudi où ils se voient est le 14 mars 1967. Mario a 16 ans. Guadalupe dit quelque chose à Cantinflas qui le fait pâlir. Il se lève sans toucher à son café, sort rapidement, monte dans sa voiture. Son chauffeur, Roberto Gomez, remarque que ses mains tremblent. Des années plus tard, Roberto dira « Ce jour-là, Don Mario a vieilli de 10 ans en 10 minutes. » Qu'a-t-elle dit à Cantinflas? Il existe une photo prise ce jour-là. Un serveur amateur voulait une photo de Cantinflas et a capturé l'instant exact. Guadalupe, la bouche entr'ouverte en plein mot. Cantinflas, les yeux écarquillés. Cette photo est restée 40 ans dans un coffre-fort. Mario Moreno Ivanova dépose la plainte. Tout le Mexique s'arrête. Le fils adoptif de Cantinflas est en réalité son fils biologique. Les journaux s'emballent. Les gros titres crient « Le plus grand secret du cinéma mexicain ». Un quotidien va encore plus loin. Cantinflas, 2 fils ou un seul. La bataille juridique dure 20 ans. 20 ans. De 1961 à 1981. Mario grandit dans les tribunaux. Son adolescence, ce sont des convocations. Sa jeunesse, des avocats. Il a 15 ans lorsqu'il témoigne. 21 ans lors d'une audience. 30 ans en attendant le verdict final. Cantinflas ne témoigne jamais. Ne se présente jamais au tribunal. Il envoie des avocats, 11 avocats différents en 20 ans. La meilleure équipe juridique du Mexique pour défendre une seule position. Mario Moreno Ivanova est déjà mon fils adoptif. Il n'a pas besoin d'être reconnu comme fils biologique. Il a déjà tout. Mais Mario ne veut pas tout. Il veut la vérité. Il veut que son père dise publiquement « Tu es mon fils ». 3 mots. Cantinflas refuse pendant 20 ans. Pourquoi? Voici le deuxième secret. Ce n'était pas Valentina. Elle savait tout depuis le début. Ce n'était pas l'argent. Mario était déjà inscrit comme héritier universel. C'était quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui impliquait Eduardo Moreno Laparade, le neveu de Cantinflas. Et cette valise qu'il a emportée à Acapulco. Eduardo était l'administrateur de l'empire Cantinflas. Il gérait les films, les droits, les investissements, tout. Officiellement, il était directeur général. Officieusement, il était le véritable héritier. Parce que s'il arrivait quelque chose à Cantinflas et que Mario n'était qu'un fils adoptif, Eduardo pouvait contester l'héritage. À l'époque, les enfants adoptés au Mexique avaient des droits limités. Mais si Mario était reconnu comme fils biologique, Eduardo perdait tout. Il existait un contrat entre Cantinflas et Eduardo, signé en 1956. Ce contrat contenait une clause précise, clause 7, paragraphe B. En cas de reconnaissance légale d'une descendance biologique, le présent contrat est automatiquement annulé. Ce contrat accordait à Eduardo 15% de tous les revenus de Cantinflas. Chaque film, chaque rediffusion, chaque licence, 15% à vie. En 1980, ces 15% représentaient 847 000 $ par an. Si Mario était reconnu comme fils biologique, Eduardo perdait presque 1 million de dollars par an pour le reste de sa vie. Le 22 juillet 1981, le juge lit le verdict. Mario Moreno Ivanova est reconnu comme le fils biologique de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, connu artistiquement sous le nom de Cantinflas. La salle de presse explose, les caméras s'affolent. Mario, désormais âgé de 32 ans, pleure, mais pas de bonheur. Il pleure parce que son père n'est pas là. Cantinflas est à Acapulco, dans sa maison de plage. Eduardo est avec lui. Ils reçoivent la nouvelle par téléphone à 11h23. L'avocat lit le verdict en entier. Cantinflas ne dit rien. Il raccroche, se lève, marche jusqu'à la terrasse et reste à regarder la mer pendant 2 heures. Eduardo reste dans le salon. Quand Cantinflas revient enfin, il dit quelque chose qu'Eduardo n'oubliera jamais. C'est fini, tout est fini. Cette nuit-là, Cantinflas écrit une lettre. 4 pages manuscrites. Il la glisse dans une enveloppe et écrit sur le devant « Pour Mario. À ouvrir seulement si je ne peux pas te la remettre en personne. » Il remet l'enveloppe à Eduardo et lui dit « S'il m'arrive quelque chose, donne-la à mon fils. » Eduardo acquiesce et range l'enveloppe dans sa mallette.
Cette lettre n'est jamais arrivée à Mario. Elle a disparu. Mais une photocopie existe. Le médecin confirme effectivement une arythmie. Ce n'est pas grave, mais il recommande une surveillance médicale. Au moins 3 jours d'observation. Cantinflas ne veut pas rester. Il veut d'abord signer son testament. Mais le médecin insiste. Eduardo insiste aussi. Mario n'est pas là ce jour-là. Il a une réunion professionnelle qu'il ne peut pas annuler. Cantinflas finit par accepter d'aller à l'hôpital. Il dit à Jésus, « Dès que je sors, on signe le testament. » Que les avocats soient après. « Oui, Don Mario, » répond Jésus. Cantinflas est admis à l'hôpital espagnol le 16 avril 1993. Cela devait être un simple contrôle, 3 jours maximum. Mais quelque chose tourne mal. Le 18 avril, son état s'aggrave. Le 19 avril, il entre en insuffisance cardiaque. À 18 heures, les médecins annoncent qu'il lui reste quelques heures à vivre. Ils appellent la famille. Eduardo arrive le premier. Il dit à Maria Chavez, « N'appelle pas Mario tout de suite. Laisse-moi parler d'abord avec Don Mario. » Maria hésite, mais Eduardo est autoritaire. Il insiste. Il entre dans la chambre et reste seul avec Cantinflas pendant 23 minutes. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Mais quand Eduardo ressort, il tient un dossier à la main. Un dossier qu'il n'avait pas en entrant. Maria appelle Mario à 19h45. « Viens vite, c'est ton père, c'est très grave. » Mario part immédiatement. Mais il y a des embouteillages. Un accident sur le périphérique. Ce qui prend normalement 20 minutes, lui prend cette nuit-là 1h15. Cantinflas meurt à 23h45. Mario arrive à 0h03. 16 minutes trop tard. Rosa Mendez, l'infirmière, est présente. Elle assiste aux derniers instants. Elle les enregistre. Sur la cassette numéro 47, la dernière, on entend Cantinflas dire « Mario est arrivé, Rosa. Il arrive. » « Oui, monsieur, il arrive. » Cantinflas dit alors « Dis-lui que… » Et l'enregistrement s'arrête. Plus aucun son. Que voulait dire Cantinflas? Que voulait-il que Mario sache? Rosa dira plus tard que cela semblait urgent, qu'il voulait parler mais n'y arrivait plus, que ses dernières secondes étaient pleines d'angoisse, comme s'il devait révéler quelque chose d'essentiel, comme s'il portait un dernier secret. 3 jours après les funérailles, les avocats lisent le testament. Eduardo est présent, Mario est présent, Jesus Gomez est présent. L'avocat principal, Maître Vargas, lit « Moi, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, en pleine possession de mes facultés, déclare comme héritier universel mon neveu, Eduardo Moreno Laparade. » Silence. Mario pâlit. Jésus se lève brusquement. « C'est impossible. Don Mario a changé son testament il y a 1 semaine. J'étais là. » L'avocat répond. « Ce testament est daté du 19 avril 1993, le jour de son décès. Signé à 18h30. C'est le plus récent. » Mario dit « À 18h30, mon père était en train de mourir. Il était à l'hôpital. Comment aurait-il pu signer ?» L'avocat montre le document. La signature est là, tremblée, à peine lisible, mais elle est là. Il y a 2 témoins, un médecin et Eduardo. Jésus demande à voir le testament précédent, celui que Cantinflas devait signer avant d'entrer à l'hôpital. L'avocat répond « Ce testament a été révoqué par le client. Il a ordonné qu'il soit détruit. » « Quand ?» demande Jésus. « Le 18 avril, par téléphone. »« Impossible. J'étais avec Don Mario toute la journée du 18. Il n'a jamais passé cet appel. » Eduardo parle pour la première fois. « C'est moi qui ai passé l'appel pour lui. Il me l'a demandé. Il était très fatigué. »« Pourquoi te l'aurait-il demandé ?» Eduardo répond. « Parce qu'il s'est réconcilié avec sa décision initiale. Il a décidé que je devais être l'héritier après tout. » Mario ne crie pas. Il n'accuse personne. Il quitte le bureau en silence et va directement voir un avocat pénaliste. Il lui raconte tout. L'avocat lui dit « Ça sent la fraude, mais il te faut des preuves. Il faut démontrer que ton père n'était pas en état de signer ce testament. » Mario engage un expert en analyse documentaire. Le rapport est clair. La signature présente des tremblements caractéristiques d'une personne en insuffisance cardiaque avancée. Mais quelque chose ne colle pas. Le testament est tapé à la machine. Parfait, sans faute, sans rature, avec un vocabulaire juridique impeccable. Très improbable qu'il ait été dicté par une personne en état critique. Plus important encore,
Le testament mentionne des propriétés achetées par Cantinflas en 1992 en utilisant leur dénomination juridique exacte. Cantinflas n'appelait jamais ses biens par leurs noms légaux. Il disait la maison d'Acapulco, l'appartement du centre, jamais les termes officiels. Ce testament ressemble à un document rédigé par un avocat, pas à un texte dicté par Cantinflas. En 1994, Mario dépose une demande de nullité du testament. Il demande l'exhumation du corps pour des analyses toxicologiques. Il veut savoir si Cantinflas était sous sédatif au moment supposé de la signature. Eduardo s'y oppose. Il affirme que cela profanerait la mémoire d'un héros national. Le juge refuse l'exhumation, estimant qu'il n'y a pas de motif suffisant. L'affaire stagne jusqu'en 1997. Cette année-là, Rosa Mendez décide de parler. Elle dit à Mario, « J'ai les enregistrements, les 47 cassettes. Ton père n'y dit jamais qu'il veut qu'Eduardo hérite. Au contraire, il parle de toi tout le temps, avec amour. » Elle lui remet les cassettes. Mario les écoute toutes. Cela lui prend 3 jours. Quand il termine, il est anéanti. Son père ne l'a jamais cessé de l'aimer. Son père a toujours voulu une relation avec lui. Son père a été trompé par Eduardo pendant 12 ans. Et dans ces dernières heures, alors qu'ils venaient enfin de se réconcilier, Eduardo s'est assuré que Mario arrive en retard. Mais ces enregistrements ne sont pas recevables en justice. Ils ont été réalisés sans consentement. Ils sont illégaux. L'avocat de Mario lui dit « On ne peut pas les utiliser comme preuve, mais on peut les utiliser pour savoir quoi chercher. » Et là se trouve la piste. Sur la cassette numéro 34, Cantinflas mentionne quelque chose. « J'ai donné une lettre à Eduardo en 1981, une lettre pour Mario. J'espère qu'il la lui remettra quand je ne serai plus là. » La lettre de 1981. La lettre qui n'est jamais arrivée. Mario confronte Eduardo. Il lui demande où est cette lettre. Eduardo nie son existence. Il dit que Cantinflas ne lui a jamais donné de lettre. Mais la secrétaire qui en a fait une photocopie en 1982 la possède encore. Elle s'appelle Lucia Fernandez. Elle a travaillé 15 ans pour Eduardo. Elle est partie en 1995. Elle a gardé la photocopie au cas où. Elle lit un article sur le procès dans le journal. Elle voit qu'Eduardo nie l'existence de la lettre. Elle décide d'agir. Elle appelle Mario. « J'ai une copie de cette lettre. » Mario va la voir le jour même. Lucia lui remet la photocopie. Mario la lit et tout s'éclaire enfin. La lettre fait 4 pages. Sur la première page, Cantinflas explique l'adoption. Il dit qu'il aimait Guadeloupe, que Mario n'était pas un accident, qu'il était aimé avant même de naître. Sur la deuxième page, il explique pourquoi il ne l'a pas reconnu plus tôt. La pression sociale, la peur du scandale, la lâcheté. Sur la troisième page, tout bascule. Eduardo m'a déconseillé la reconnaissance pendant des années. Il disait que cela ruinerait ma carrière, que le public me rejetterait, que mes films échoueraient. Je comprends maintenant qu'Eduardo avait un intérêt personnel. Il a un contrat avec moi qui devient nul si je te reconnais comme fils biologique. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé ces intérêts financiers s'interposer entre nous. Et sur la 4e page, l'adieu. Mario, si tu lis ceci, c'est que je suis mort avant de pouvoir te dire en personne ce que tu dois savoir. Tu es mon fils. Tu es mon seul fils. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et mon plus grand regret est de ne pas te l'avoir dit chaque jour de ta vie. Pardonne-moi, et surtout, ne laisse rien à Eduardo. Il nous a volé des années. Ne le laisse pas te voler ton héritage. Avec tout mon amour, ton père. Mario présente la photocopie au tribunal en 1998. Le juge l'admet comme preuve. Eduardo affirme qu'elle est falsifiée, que Lucia l'a inventée pour aider Mario. Le juge ordonne une expertise graphologique. Elle dure 2 ans. En 2000, l'expert conclut que l'écriture manuscrite correspond avec une forte probabilité à celle de Mario Moreno Reyes, connu sous le nom de Cantinflas. Eduardo fait appel. Il affirme qu'une photocopie ne suffit pas. Il exige l'original. Mario lui demande « Où est l'original » Eduardo répond « Je l'ai perdu lors d'un déménagement en 1995. » Convenant, n'est-ce pas? La lettre disparaît précisément 3 ans avant que Lucia ne présente la photocopie. L'affaire se bloque à nouveau. Eduardo continue de contrôler la fortune de Cantinflas. Mario continue de se battre. 7 ans passent après la mort de Cantinflas. Puis Eduardo meurt. Cancer du pancréas. 68 ans.
Dans son testament, il laisse tout à ses 3 enfants. Mais avant de mourir, il fait quelque chose d'étrange. Il appelle son fils aîné, Eduardo Junior, lui remet une boîte et lui dit « N'ouvre pas ça avant ma mort. Quand tu l'ouvriras, décide quoi faire de son contenu. Suis ta conscience. » Eduardo meurt le 3 juin 2003. Eduardo Junior ouvre la boîte le 4 juin. À l'intérieur, des documents, des contrats, des lettres et autre chose. Une cassette VHS avec une étiquette manuscrite. 19 avril 1993, 18h15. Eduardo Junior insère la cassette. L'image est floue. Une chambre d'hôpital. Cantinflas dans son lit. Eduardo Senior entre. Cantinflas est très mal. Les yeux fermés. La respiration difficile. Eduardo s'approche, sort un dossier et dit « Don Mario, vous devez signer ceci. C'est le testament dont nous avons parlé. » Cantinflas ouvre les yeux avec effort. Il murmure quelque chose d'inaudible. Eduardo insiste. « S'il vous plaît, Don Mario, c'est important. Signez simplement. » On voit Eduardo prendre la main de Cantinflas et la guider. Cantinflas trace une marque sur le papier, à peine reconnaissable comme une signature. Eduardo dit « Merci, Don Mario. Reposez-vous maintenant. » Il quitte la chambre. Fin de la vidéo. Eduardo Junior regarde la vidéo 3 fois. Puis il appelle Mario. « Nous devons parler. J'ai quelque chose que tu dois voir. » Ils se rencontrent 2 jours plus tard. Eduardo Junior montre la vidéo à Mario. Mario la regarde. Il reste silencieux pendant 5 minutes. Puis il demande « Pourquoi ton père a-t-il filmé ça ?»« Je ne sais pas. Peut-être comme assurance. Peut-être par culpabilité. Je ne sais pas. » Mario dit « Tu sais ce que ça signifie ?» Eduardo Junior répond « Ça signifie que mon père a commis une fraude. Il a manipulé un homme mourant pour voler un héritage. » Eduardo Junior remet la cassette à Mario. « Fais ce que tu juges juste. Mon père a fait quelque chose d'impardonnable. Je ne le protégerai pas. » Mario présente la vidéo au tribunal en septembre 2003. La vidéo est recevable, elle est claire. Elle montre une manipulation évidente. Le juge annule le testament de 1993. Il valide le testament de 1990, dans lequel Cantinflas avait tout laissé à Mario. En 2005, après 12 ans de bataille judiciaire, Mario Moreno Ivanova reçoit enfin l'héritage de son père. Mais sur les 70 millions de dollars d'origine, il ne reste que 18 millions. Le reste a disparu. Frais juridiques, investissement raté d'Eduardo, propriétés vendues en dessous de leur valeur réelle. Les avocats de Mario tentent de récupérer l'argent auprès de la famille d'Eduardo, mais Eduardo Junior prouve qu'il ne savait rien, que son père a tout caché. Il n'y a aucun moyen de récupérer l'argent. Mario pourrait continuer à se battre. Il pourrait porter plainte encore. Il pourrait passer 12 années de plus devant les tribunaux. Il ne le fait pas. Il décide que ça suffit. Il a 56 ans. Il a perdu son père. Il a perdu des années de sa vie dans les tribunaux. Il a perdu la majeure partie de l'héritage. Que peut-il perdre de plus? De 2005 à 2017. 12 années. Les seules années de paix que Mario Moreno Ivanova ait connues dans toute sa vie d'adulte. Il s'installe dans la maison de Bosque de Las Lomas. La maison où il a grandi. La maison où son père a vécu ces dernières années. Les mêmes murs, les mêmes sols en marbre, les mêmes grandes baies vitrées donnant sur le jardin. Mais la maison est vide, beaucoup trop grande pour un homme seul. Mario ne s'est jamais marié. Il a eu des relations, oui, mais aucune n'a duré. L'une de ses compagnes, Carmen Salinas, une femme d'affaires avec qui il a été entre 2008 et 2010, dira plus tard dans une interview que Mario était incapable de s'engager. Il avait peur. Il disait qu'il ne voulait pas répéter les erreurs de sa famille, qu'il ne voulait pas qu'un autre enfant grandisse en se demandant qui était son père. Pendant ces 12 années, Mario a tenté de reconstruire l'héritage de Cantinflas. Il a créé une fondation, restauré des films, organisé des hommages. Mais quelque chose en lui était brisé. Maria Chavez, la gouvernante qui continua à travailler pour Mario jusqu'à sa mort, le remarquait. Don Mario était seul. Physiquement, il y avait des gens autour de lui. Mais intérieurement, il était seul, comme si une partie de lui était morte avec son père dans cet hôpital. Le jeudi, Mario faisait quelque chose d'étrange. Il allait au café El Sorrento, dans la Zona Rosa, le même café où Cantinflas rencontrait Guadalupe tous les jeudis pendant 11 ans.
Mario s'asseyait à la même table du fond. Il commandait un café. Ne le buvait jamais. Il restait là 1 heure, à regarder par la fenêtre. Puis il partait. Le propriétaire du café qui le connaissait lui demanda un jour « Pourquoi venez-vous tous les jeudis, Don Mario ?» Mario répondit « Mon père venait ici. Il s'asseyait à cette table avec ma mère biologique. Je crois que si je m'assois ici, je peux comprendre ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, pourquoi il a fait ce qu'il a fait. » Mario n'a jamais cessé de chercher des réponses. Il a interviewé tous ceux qui avaient connu Cantinflas, employés, acteurs, réalisateurs. Il a enregistré plus de 200 heures de témoignages. Il voulait faire un documentaire. Il voulait l'appeler La véritable histoire de Cantinflas. Mais il ne l'a jamais terminé. Les enregistrements sont quelque part, personne ne sait où. En 2012, Mario a tenté de contacter les enfants d'Eduardo. Il voulait faire la paix. Eduardo Junior a accepté de le rencontrer. Ils se sont retrouvés dans un restaurant neutre. La conversation a duré 3 heures. Eduardo Junior lui a raconté des choses que Mario ignorait. Des choses que son père Eduardo avait avouées avant de mourir. Sur son lit de mort, Eduardo lui avait dit « J'ai fait des choses impardonnables. J'ai séparé un père de son fils pour de l'argent, par ambition. J'ai cru pouvoir le justifier. J'ai cru que Don Mario irait mieux sans la pression de cette relation. Mais la vérité, c'est que je ne pensais qu'à moi. Et maintenant, je vais mourir avec ça. » Eduardo a aussi avoué autre chose. La valise qu'il avait emportée à Acapulco en 1981, la nuit suivant le verdict reconnaissant Mario comme fils biologique de Cantinflas, contenait des documents. Des contrats entre Eduardo et Cantinflas qui violaient les lois fiscales. Des contrats qui auraient pu les envoyer tous les deux en prison. Eduardo les a cachés à Acapulco. Il les a littéralement enterrés dans le jardin de la maison de plage de Cantinflas. Il ne les a jamais récupérés. « Mon père m'a donné une carte », a dit Eduardo Junior à Mario. Une carte indiquant l'endroit où il a enterré ses documents. Il m'a dit « Si quelqu'un pose des questions un jour, la vérité est là. » Mais je les ai laissés là-bas. Je n'ai pas voulu savoir ce que mon père avait fait d'autre. Mario n'est jamais allé chercher ses documents. Il ne voulait plus de vérité. Il en avait eu assez pour toute une vie. Tout ce qu'il voulait, c'était la paix. Mais la paix n'est jamais venue complètement. Mario a 64 ans lorsque sa santé commence à se dégrader. Hypertension, problème cardiaque. Les médecins lui disent qu'on a que c'est génétique, que son père avait les mêmes problèmes. Ils lui disent de réduire le stress, de faire de l'exercice, de mieux manger. Mario essaye. Mais c'est difficile de guérir quand on vit dans une maison pleine de fantômes. Chaque pièce contient un souvenir. Le bureau où il s'est réconcilié avec son père. La salle à manger où il déjeunait le dimanche quand il était enfant. La terrasse où Cantinflas lisait des scénarios. Maria Chavez remarquait aussi autre chose. Mario parlait seul. Parfois, elle l'entendait dans le bureau, parlant comme si quelqu'un d'autre était là. Elle lui demanda un jour « Avec qui parlez-vous, Don Mario ?» Il répondit « Avec mon père. Je lui raconte comment vont les choses. » Mario perdait-il la raison? Ou était-il simplement en train de porter 64 ans de douleurs accumulées? Personne ne le sait. Mais ce que l'on sait, c'est ceci. Mario ne s'est jamais remis de la mort de son père. Il ne s'est jamais remis de ses 16 minutes. Il ne s'est jamais remis de ne pas savoir ce que Cantinflas voulait lui dire dans ces dernières secondes. L'enregistrement numéro 47, la dernière cassette de Rosa Mendez. Mario l'écoutait de façon obsessionnelle. 1 fois par an, puis 1 fois par mois, puis 1 fois par semaine. En 2016, Maria Chavez disait qu'il l'écoutait presque tous les jours. Il s'enfermait dans le bureau, lançait l'enregistrement et pleurait à chaque fois. 15 mai 2017. Lundi. Mario a 66 ans. Il passe une journée normale. Petit déjeuner, journal, courriel, déjeuner seul dans la salle à manger, télévision l'après-midi, dîner léger. À 22 heures, il dit à Maria « Bonne nuit, à demain ». À demain, Don Mario. 23h47. Exactement la même heure que la mort de son père, 24 ans plus tôt. Mario est dans sa chambre lorsqu'il ressent une douleur violente dans la poitrine, intense, comme si quelqu'un lui serrait le cœur dans un poing. Il s'assoit sur le lit, tente de respirer, n'y arrive pas. Il prend son téléphone et compose les urgences. « J'ai besoin d'une ambulance », dit-il d'une voix brisée. « Je crois que je fais une crise cardiaque. » On lui demande l'adresse. Il la donne.
On lui dit « L'ambulance est en route, restez en ligne ». Mais Mario n'y arrive pas. La douleur est trop forte. Il laisse tomber le téléphone. L'ambulance arrive 23 minutes plus tard. Trop tard. Lorsque les ambulanciers entrent dans la chambre, Mario est au sol, inconscient. Ils tentent de le réanimer. Massage cardiaque, défibrillateur. Rien ne fonctionne. 00h34, 16 mai 2017. Mario Moreno Ivanova est déclaré mort. Cause, infarctus aigu du myocarde. Il avait 66 ans. Il est mort seul, dans la même maison où son père a vécu, presque à la même heure que la mort de son père. La différence, c'est que son père avait Rosa Mendez pour enregistrer ses dernières paroles. Mario n'avait personne. Maria Chavez le découvre le lendemain matin. À 7 heures, elle entre dans la chambre pour lui apporter le petit déjeuner. Elle voit la porte entr'ouverte. Elle voit le corps au sol. Elle voit les ambulanciers qui attendent devant la police. Elle crie. Elle pleure. Elle court dans la cuisine, ne sachant qui appeler. Mario n'avait ni épouse, ni enfant, ni famille proche. Elle appelle Eduardo Junior. Eduardo arrive 2 heures plus tard. Il voit le corps. Il voit la scène. Il voit la maison vide. Il demande à Maria « Il était seul, Maria ?» Il était toujours seul. Les funérailles de Mario Moreno Ivanova sont petites, très petites. Une cinquantaine de personnes, quelques employés, quelques connaissances, Eduardo Junior et sa famille, quelques membres de la fondation Cantinflas. Pas de foule, pas de caméra, pas d'hommage national. Aux funérailles de Cantinflas en 1993, plus de 25 000 personnes étaient présentes. Les rues avaient été fermées. Le président avait prononcé un discours. Une journée de deuil national avait été décrétée. Mais Mario, son fils unique, sa seule descendance, a été enterré dans le silence. Le testament de Mario est simple. Il laisse la maison de Bosque de Las Lomas à Maria Chavez, la gouvernante qui s'est occupée de lui pendant 35 ans. Il lègue le reste de sa fortune à la fondation Cantinflas pour préserver l'héritage de son père. Il n'y a pas d'héritier direct, pas d'enfant, pas d'épouse. La lignée Moreno s'éteint avec lui. Dans la maison, parmi les affaires de Mario, on trouve quelque chose. Une boîte. À l'intérieur, des lettres, 53 lettres, toutes écrites par Mario, toutes adressées à Papa, toutes jamais envoyées, datées entre 1993 et 2017. 24 ans de lettres jamais envoyées. Maria Chavez lit la première, datée du 20 avril 1993, un jour après la mort de Cantinflas. Mario y a écrit « Papa, je suis arrivé en retard. Pardonne-moi. Je suis arrivé avec 16 minutes de retard et maintenant je devrais vivre avec ça toute ma vie. » Dans la dernière lettre, datée du 14 mai 2017, un jour avant sa mort, Mario a écrit « Papa, demain cela fera 24 ans que j'essaie de comprendre ce que tu voulais me dire dans tes dernières paroles. 24 ans à écouter cet enregistrement et je ne le sais toujours pas. Mais je crois que je vais bientôt le savoir. Je crois que je serai bientôt avec toi et que tu pourras enfin terminer cette phrase. » Mario savait-il qu'il allait mourir? Était-ce une prémonition? Ou était-il simplement tellement fatigué de porter ce poids qu'il a inconsciemment abandonné? Les médecins disent que le stress chronique peut se manifester physiquement, que la douleur émotionnelle peut devenir douleur physique, qu'un cœur brisé peut finir par s'arrêter. L'enregistrement numéro 47, celui des dernières paroles de Cantinflas, a disparu. Maria Chavez a fouillé parmi les affaires de Mario. Il n'y était pas. Eduardo Junior a tout vérifié. Rien. Les avocats de la succession ont dressé un inventaire complet. L'enregistrement n'existe plus. Que lui est-il arrivé? Certains pensent que Mario l'a détruit avant de mourir, qu'il a finalement décidé de le laisser partir. D'autres pensent qu'il a été volé par quelqu'un qui connaissait sa valeur. Mais l'hypothèse la plus probable est que Mario l'avait sur lui, sur son téléphone, sur un appareil personnel qui n'a jamais été retrouvé. Ce qui signifie que les dernières paroles de Cantinflas, dis-lui que, se sont perdues à jamais. Le secret final est mort avec Mario. Cantinflas a fait rire 800 millions de personnes. Il est mort seul, attendant un fils arrivé avec 16 minutes de retard. Ce fils a passé 24 ans à tenter de comprendre ce que son père voulait lui dire dans ses derniers instants, et il est mort sans jamais le savoir. Seul, dans la même maison, à la même heure.
comme si le destin avait refermé un cercle parfait et cruel. 2 générations d'hommes Moreno, tous deux brillants, tous deux aimés du Mexique, tous deux seuls à la fin, tous deux avec des mots jamais prononcés, tous deux privés du temps qu'ils méritèrent de vivre ensemble. Le nom Moreno s'est éteint le 16 mai 2017. Il n'y a pas de descendants, pas d'héritier de sang, seulement des films, des souvenirs et des questions sans réponse. La maison de Bosque de Las Lomas est toujours là. Maria Chavez y vit encore. Elle la maintient exactement comme avant. Le bureau de Cantinflas est intact. La chambre de Mario est intacte, comme un musée, comme un mausolée. Un rappel que le succès, la célébrité et l'argent ne signifient rien sans la famille. Et cette lettre? La lettre que Cantinflas a écrite en 1981. La lettre de 4 pages que Lucia a photocopiée. L'original n'a jamais été retrouvé. Eduardo l'a emporté dans sa tombe. Mais la photocopie existe. Et à la page 4, après avoir demandé pardon et mis en garde contre Eduardo, Cantinflas a écrit une dernière ligne. Une ligne que Mario a lue 1000 fois. Une ligne qui a probablement été la dernière pensée de sa vie. Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas eu le courage de te le dire de mon vivant. Mais tu dois le savoir. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Pas un seul instant où je n'ai pas voulu être avec toi. Et mon plus grand regret n'est pas de t'avoir caché, mais d'avoir perdu le temps que nous aurions pu avoir ensemble, par peur, par orgueil, par lâcheté. Ne fais pas mon erreur. Si tu aimes quelqu'un, dis-le maintenant. N'attends pas. Le temps s'arrête plus vite que tu ne le crois, et les mots non dits pèsent plus lourd que n'importe quelle fortune perdue. Cantinflas n'a pas suivi son propre conseil. Mario non plus. Ils ont tous les deux emporté des mots non dits dans la tombe. Ils sont tous les deux morts seuls, avec des secrets dans le cœur. Et maintenant, tu sais pourquoi. Mais il y a encore quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui ferme ce cercle tragique d'une manière que même Hollywood n'oserait pas écrire. Souviens-toi des 53 lettres que Mario a écrites à son père pendant 24 ans. Ces lettres qu'il n'a jamais envoyées. Après la mort de Mario, Maria Chavez les a conservées dans la même boîte, dans le même placard du bureau. Le bureau où le père et le fils s'étaient réconciliés. En 2019, 2 ans après la mort de Mario, Maria a décidé de faire don de ses lettres aux Archives générales de la Nation. Elle voulait qu'elles fassent partie de l'histoire officielle du Mexique. Elle voulait que la vérité soit connue. Mais lorsqu'elle est allée chercher la boîte, elle a trouvé autre chose. Derrière la boîte des lettres de Mario se trouvait une autre boîte. Une boîte que Maria n'avait jamais vue. Vieille, poussiéreuse, scellée avec un ruban jauni, présente là depuis des décennies. Maria l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait des lettres. Beaucoup de lettres. Toutes écrites de la main de Cantinflas. Toutes adressées à mon fils Mario, toutes jamais envoyées, datées entre 1961 et 1990. 29 ans de lettres que Cantinflas a écrites, mais jamais envoyées. Tu comprends? Pendant que Mario écrivait des lettres à son père qu'il n'envoyait jamais, Cantinflas écrivait des lettres à son fils qu'il n'envoyait jamais. Père et fils, séparés par des murs d'orgueil et de peur, faisant exactement la même chose. Écrire les mots qu'ils avaient besoin de dire, sans jamais trouver le courage de les remettre. Maria en a lu quelques-unes. Dans une lettre datée du 3 août 1975, Cantinflas écrivait « Mon fils, aujourd'hui tu as 24 ans. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas comment tu vas, mais je sais que tu fêtes quelque part sans moi. Et c'est ma faute. Tout est de ma faute. Je veux t'appeler, je veux aller te chercher, mais Eduardo me dit que tu me détestes, que tu ne veux rien savoir de moi. Est-ce vrai que tu me détestes? Parce que moi, je ne pourrais jamais te détester, même si je le voulais. » Dans une autre lettre, datée du 12 décembre 1982, 1 an après le verdict reconnaissant Mario comme fils biologique, il écrivait « Mario, je sais que tu as gagné. Je sais que le juge t'a donné raison, et tu avais raison. Tu l'as toujours eu. Mais je ne sais pas comment m'approcher de toi maintenant. Je ne sais pas comment te dire « pardonne-moi ». J'ai perdu 21 ans de ta vie par lâcheté. Comment dit-on ça? Comment récupère-t-on ce temps? Eduardo me dit qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais je ne veux pas y croire. Et dans la dernière lettre, datée du 14 mars 1990, 2 jours avant que Jesus Gomez ne lui montre les lettres interceptées de Mario, Cantinflas écrivait «
Mon fils, aujourd'hui j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que tu entrais dans cette maison et que tu me demandais pardon. Et je te disais, non mon fils, celui qui a besoin de pardon, c'est moi. Nous nous prenions dans les bras et toute la douleur disparaissait. Ce n'était qu'un rêve, mais c'était le plus beau rêve que j'ai fait en 29 ans. Si Dieu me donne une autre chance, je te le dirai en personne. Je te le promets. 3 jours après avoir écrit cette lettre, Quentin Flas a vu Mario pour la première fois depuis 12 ans, et il a tenu sa promesse. Mais à ce moment-là, ils avaient déjà perdu 3 décennies. Maria a donné les 2 boîtes aux archives nationales. Les 53 lettres de Mario, les 89 lettres de Quentin Flas, elles sont accessibles à quiconque souhaite les lire. Elles sont un rappel permanent de ce qui arrive lorsque l'orgueil est plus fort que l'amour, lorsque la peur est plus forte que la vérité. Sais-tu quelle est la partie la plus déchirante? Dans plusieurs lettres, le père et le fils écrivaient sur les mêmes jours, le même anniversaire, le même Noël, le même anniversaire de la mort de Valentina. Tous deux écrivaient sur l'absence de l'autre. Tous deux ressentaient la même douleur au même moment. Mais aucun n'envoyait les lettres. Si une seule de ces lettres avait été envoyée, une seule, à n'importe quel moment de ces 29 années, l'histoire aurait été différente. La réconciliation serait arrivée des décennies plus tôt. Ils auraient eu du temps, des années ensemble. Ce que tous les deux désiraient désespérément, mais qu'aucun n'osait demander. Mais les lettres sont restées dans des boîtes, dans des placards, dans l'obscurité, comme les sentiments qu'elles contenaient. Aujourd'hui, si tu te rends aux archives générales de la nation à Mexico, tu peux demander à voir ces lettres. Tu peux les lire. Tu peux pleurer avec elles, comme Maria l'a fait, comme Eduardo Junior l'a fait, comme toute personne qui découvre cette histoire. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'histoire de Quentin Flas et de Mario. C'est l'histoire de nous tous, de toutes les choses que nous voulons dire, de tous les appels que nous voulons passer, mais que nous ne passons pas, de tout le temps que nous croyons avoir alors qu'il nous échappe déjà. C'est la véritable histoire que le Mexique préfère oublier. L'histoire qui n'apparaît pas dans les hommages. L'histoire derrière le clown. La tragédie derrière le rire. Le prix qu'une famille a payé pour le succès d'un homme. Et la leçon que nous devrions tous apprendre, mais que peu apprennent à temps. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi et partage. Mais avant de partir, laisse-moi te poser une question. Je prépare une vidéo sur une autre idole mexicaine qui est aussi morte sans se réconcilier avec ses enfants. Un autre père qui a laissé une fortune et un vide. Une autre famille détruite par le succès. Veux-tu savoir de qui il s'agit? Dis-le-moi dans les commentaires. Et toi, que dirais-tu à quelqu'un que tu aimes si tu savais qu'il ne te reste que 16 minutes? Réfléchis-y, parce que le temps s'écoule plus vite que tu ne le crois, et les mots que tu ne dis pas aujourd'hui peuvent devenir le regret que tu porteras demain. N'attends pas. Ne fais pas l'erreur de Quentin Flas. Ne fais pas l'erreur de Mario. Dis ce que tu dois dire maintenant, parce que les lettres non envoyées finissent dans des boîtes poussiéreuses, et les « je t'aime » non dits finissent dans des tombes silencieuses.